Bonsoir et bienvenue dans ce 19-20 en centre Val-de-Loire. Le premier week-end du Salon de l'agriculture se termine, un événement très attendu des agriculteurs de la région qui espèrent obtenir des réponses à leurs préoccupations, à commencer par la nouvelle carte des zones défavorisées. Nous en parlerons avec Jean-Pierre Leveillard, président de la Chambre régionale d'agriculture du centre Val-de-Loire, en direct sur notre plateau. Le Ranch de l'Espoir appelle à l'aide. À Douchy-Montcorbon, dans le Loiret, une association prend soin d'une centaine d'animaux abandonnés ou maltraités, mais des difficultés financières de plus en plus importantes viennent freiner son action. Dans ce journal, nous nous rendrons également à Tours, où se tenait aujourd'hui la 41e Bourse internationale d'échange de jouets anciens. Un rendez-vous incontournable pour les collectionneurs, à la recherche des jouets disparus de leur enfance. Je vous le disais en titre, le premier week-end du Salon de l'agriculture se termine ce soir. De nombreux agriculteurs de la région y participent. Une bonne manière de faire valoir leur savoir-faire. On retrouve sur place Flavien Texier et Étienne Breil qui ont rencontré une éleveuse d'ânes du Loiret. Bonsoir Pauline, effectivement nous allons parler des ânes et plus particulièrement des ânesses de Provence élevées dans le Gâtinais. Alors ce soir vous allez faire connaissance avec Alexandra, elle est éleveuse dans le Loiret depuis maintenant 9 ans et elle est venue ici au Salon parisien avec l'une de ses ânesses, elle s'appelle Bohème. Les images sont signées Étienne Breil, on regarde le reportage ensemble. Bohème est un peu à l'étroit dans son box. Alors, quand Alexandra lui propose une petite balade, pas question de dire non. Ça va, elle n'est pas trop perturbée par l'ambiance ? J'étais justement surprise parce que c'est sa grande première là au salon. Et en fait, on dirait qu'elle aime bien être caressée toute la journée, voir les gens. Et elle cherche vraiment le contact. Donc pour le moment, pourvu que ça dure les 10 jours, parce qu'au bout de 10 jours, elle aura peut-être hâte justement de retrouver son pré. Mais là, voilà, hop, elle vient tout de suite voir les gens. Bohème a donc quitté sa ferme du Gâtinais pour quelques jours. Pour Alexandra, travailler avec des ânesses est une véritable passion. C'est des animaux qui transmettent vraiment leur calme, qui sont vraiment d'une gentillesse, ils sont bourrés de qualité. Et c'est vrai que des fois, c'est ça aussi, c'est pour ça que je trouve ça bien d'être là aujourd'hui, c'est parce que des fois, on leur attribue trop souvent le fait d'être réputés têtus, alors qu'en fait, c'est super intelligent et ils méritent vraiment d'être connus et reconnus. Et contrairement à nous, et ça tombe bien, au salon, Bohème a de nombreux fans. Pour le public, venu nombreux, approcher des ânes reste un moment très agréable. C'est doux ? C'est très doux. Vous aimez les ânes, vous ? Oui, j'aime bien les ânes. J'ai grandi à la campagne, alors j'ai pas mal fréquenté les ânes. Et voilà. C'est un animal que j'aime bien. Nous retrouvons Alexandra derrière son stand. vous pouvez l'utiliser pour vous démaquiller ou en lait corporel, c'est plus léger que la crème. L'éleveuse se transforme en vendeuse car dans sa ferme du Loiret, Alexandra élève 28 femelles comme Bohème et produit du lait. Du lait d'ânesse avec lequel elle fabrique du savon et des produits cosmétiques. On a volé les secrets de Cléopâtre puisque c'est un lait du coup, qui est gorgé de vitamines et surtout beaucoup de rétinol, donc ce qui fait que ça a une action anti-âge naturelle. Donc c'est pour ça qu'on le transforme pour la peau. C'est le secret un petit peu anti-âge naturel. Des produits qu'elle entend bien commercialiser pour rentabiliser son séjour au salon. Quant à Bohème, elle est retournée dans son box, un repos bien mérité après une longue journée. Et voilà, ainsi s'achève ce premier week-end. Encore beaucoup de monde aujourd'hui dans les allées du salon. Venez découvrir les acteurs du monde agricole. Alexandra et l'ensemble des exposants vous donnent rendez-vous jusqu'à dimanche prochain. Bonsoir Jean-Pierre Leveillard, vous êtes président de la Chambre régionale d'agriculture du centre Val-de-Loire. Donc on l'a vu ce week-end, l'actualité c'est le salon de l'agriculture. Plusieurs agriculteurs de la région y participent. Ils sont inquiets, notamment au sujet de cette fameuse zone, carte des zones défavorisées. Vous avez décidé de publier un communiqué à ce sujet. Est-ce que ça veut dire que les choses vont mal ? Les choses vont effectivement très mal. En région centre, les revenus sont faibles, on le sait. On est en chute de revenus en région centre pour atterrir à
à 53% des exploitants en déficit en 2016. Donc les choses ne vont pas bien. Et parallèlement à ça, même si nous ne sommes pas dans une région très favorisée, on voit que plusieurs centaines de communes vont être retirées des zones défavorisées, puisque l'Europe pratique aujourd'hui une révision de ces zones. On sait que les choses ne sont jamais définitivement acquises, mais plus de 200 communes qui sautent. Par contre, il n'y a que 40 et quelques communes qui reviennent, qui font aujourd'hui partie des zones défavorisées. C'est le cas du Perche et de la Sologne, qui ont été plutôt mieux traités après de larges revendications tout de même. Mais aujourd'hui, on est tout à fait loin de compte, puisque de nombreuses communes restent aujourd'hui très, très défavorisées, mais ne sont pas dans ces zones qui sont reconnues défavorisées, justement. Rappelez-nous, quelle va être la conséquence pour les agriculteurs qui vont sortir de ce zonage? Les conséquences, c'est qu'il y a quelques années, il y avait une prime à l'herbe qui était donnée aux agriculteurs en zone défavorisée. Pas seulement en zone défavorisée, d'ailleurs, ça a été raccroché à l'ICHN, qui est une indemnité de compensation de handicap. Et aujourd'hui, c'est ces indemnités de compensation de handicap qui s'en vont. Et ça peut représenter de 5 à 10 000 euros à 15 000 euros pour certaines exploitations. Et puis c'est aussi des aides supplémentaires à l'installation et à la transmission des exploitations. Alors Emmanuel Macron, il a passé plusieurs heures au Salon de l'Agriculture hier. Qu'est-ce que vous attendez de la politique du gouvernement ? Malheureusement, je pense qu'il est déjà sans doute un petit peu tard, parce que les seules révisions qu'on nous promet aujourd'hui sont plutôt des révisions de continuation des communes. En fait, c'est ça, c'est pour relier un territoire à un autre. Je ne pense pas que beaucoup de communes vont changer maintenant. Malheureusement, les choses sont déjà bien ancrées. Et ça, c'est la première étape, mais il viendra une deuxième étape qui risque d'être aussi très difficile. C'est l'étape du financement, parce qu'on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a de forts risques d'une chute des aides dans ces zones-là, justement pour ceux qui auront le bonheur d'y rester. Enfin, le bonheur entre guillemets, puisque je vous rappelle que ce sera là des compensations de handicap. Restez avec nous, on va tout de suite visionner notre premier retour sur info. Au programme, de nouveaux cas de rougeole et plusieurs affaires judiciaires. Théophile Mbaka. Une affiche pour tirer la sonnette d'alarme. 22 signalements de cas de rougeole en ce début d'année contre 2 en 2017. L'Indre-et-Loire est le département le plus visé, 14 cas. L'épidémie a débuté en Nouvelle-Aquitaine, qu'elle s'est poursuivie en Pays de la Loire, et nous avons des frontières communes, bien sûr, avec ces deux régions. Et donc c'est par là, finalement, qu'a pénétré le virus sur notre territoire. Depuis le début de l'année, la loi impose 11 vaccins chez les enfants de moins de 2 ans. La rougeole, c'est une maladie qui n'a pas disparu, c'est une maladie qui peut être grave. Il y a des risques de complications neurologiques notamment, et c'est une maladie qui est extrêmement contagieuse. La couverture vaccinale en France est en recul, ce qui explique la recrudescence de certaines affections. 18 mois de procédure et 22 kilos de dossiers pour faire reconnaître l'erreur médicale dans une clinique de Chartres. J'étais persuadé qu'ils avaient fait faute. Ça a été prouvé déjà au premier régional. Donc je sais qu'ils ont fait faute, c'est tout. Et je veux qu'ils soient punis pour ça. À l'origine de cette procédure disciplinaire, le décès de leur fille Fanny, 25 ans, après une intervention chirurgicale. Les 6 praticiens condamnés ont décidé de faire appel devant l'Ordre national des médecins. La Cour d'appel d'Orléans a eu la main lourde. 3 ans ferme contre Lise Anne, la principale accusée dans l'affaire dite des mariages chinois. Les magistrats ont retenu les chefs de prise illégale d'intérêt, escroquerie, détournement de fonds publics et abus de biens sociaux. On revient vers vous, Jean-Pierre Leveillard. Donc on vient de voir cette recrudescence de cas de rougeole. On sait que dans votre monde agricole, la santé est très importante. Je pense notamment au glyphosate. La France souhaite l'interdire d'ici 3 ans. Emmanuel Macron a été interpellé par des agriculteurs hier. Pour vous, la fin du glyphosate, c'est une bonne chose ? Non, pas du tout. Il faut dire 3 choses. La première, c'est que le glyphosate est un produit extrêmement efficace. Il est utilisé en post-récolte, contrairement aux États-Unis qui l'utilisent ou d'autres régions du monde qui l'utilisent sur les récoltes, avec la mise en place d'OGM, ce qui n'est pas le cas en France.
C'est un produit qui n'est pas dangereux, contrairement à toute la campagne qui a été faite. Il est moins dangereux, par exemple, que la bouillie bordelaise, qui est quand même intéressant à savoir. Et puis, ensuite, c'est un produit qui est intéressant parce qu'il permet à des agriculteurs d'éviter les labours. Et on sait que quand on laboure les terres, on a une augmentation, enfin une diminution du captage de carbone, ce qui est important pour la planète, vous le savez également. On continue avec notre second retour sur info, une fin de semaine chargée avec de l'agriculture bien sûr, mais aussi une polémique autour de la nouvelle Jeanne d'Arc. C'est un marché de niche. À Bayou dans le Loir-et-Cher, les agriculteurs ont mis en place une filière locale de production et de valorisation de bois déchiqueté. C'est écologique et économique. Entre 3 et 4 centimes du kilowattheure, contre le fuel à 7 ou 8. Et après, il y a aussi un intérêt de créer de l'activité locale. C'est-à-dire que voilà, nous, au travers de la filière, on a créé 3 emplois. Une filière qui participe aussi à l'aménagement du territoire, car en replantant les haies, on redessine le paysage. Mathilde Eddy Gamassou a été choisie parmi 13 candidates et va incarner la Pucelle en 2018. À peine 17 ans. Cette lycéenne pratique l'escrime et le chant lyrique. D'un père originaire du Bénin et d'une mère de Pologne, Mathilde est métisse. Insoutenable pour la fachosphère qui s'est déchaînée sur les réseaux sociaux. À telle enseigne que le procureur de la République d'Orléans a décidé l'ouverture d'une enquête préliminaire pour incitation et provocation publique à la haine raciale. Vos vaches cochons couvées, l'agriculteur français se met en scène, mais l'euphorie n'y est pas. En cause le Mercosur, l'accord commercial signé par l'Europe et 4 pays de l'Amérique du Sud. Les produits qui viennent de ce continent sont beaucoup moins chers que les produits français. C'est ce qui crée aujourd'hui la distorsion de concurrence, c'est d'importer, d'inonder les marchés français et européens avec des produits qui coûtent moins cher à la production. On va continuer à parler de ce traité de libre-échange. On le sait, plusieurs éleveurs français, de nombreux éleveurs français redoutent des importations massives de viande qui ne seraient pas produites dans les mêmes normes. Est-ce que pour vous, c'est une concurrence déloyale ? C'est une concurrence déloyale. On a en France des critères très rigoureux. Et dans la campagne qui est faite en France, d'ailleurs, qui souvent intéresse beaucoup l'agriculture, on voit que ces produits... excusez-moi, j'ai un petit trou. Est-ce qu'on doit avoir peur finalement de ce que certains appellent le bœuf aux hormones ? La difficulté, c'est que ces produits, ce sera du bœuf aux hormones, ce sera des antibiotiques, ça va être des productions qui vont, par exemple des poulets qui vont être lavés à l'eau de javel. C'est toutes ces productions-là qui risquent de déferler sur la France, avec des notions de qualité bien étrangères à ce qu'on nous réclame en France par les producteurs locaux. Et enfin, il y a fort à parier qu'on aura quand même beaucoup de mal à contrôler. La DGCCRF effectivement doit se montrer particulièrement efficace et malheureusement, on a quelques doutes sur ce sujet. Merci Jean-Pierre Veillard d'avoir été avec nous sur ce plateau ce soir. Le ranch de l'Espoir a besoin d'aide. Ce refuge pour animaux maltraités, basé à Douchy-Montcorbon, fonctionne sans subvention. Plus d'une centaine d'animaux y sont soignés, mais les difficultés financières se font de plus en plus importantes. Romain Novicki, Sofianiti. Un havre de paix, après avoir connu la violence, comme Mulan. Torturée et violée par son maître, cette beagle a trouvé refuge ici il y a 3 ans. Viens ma fille. Bah oui. Malgré le temps, rien n'y fait. La crainte de l'homme, un mal irréversible. J'essaye de lui faire comprendre que nous on est là, pas pour lui faire de mal, mais pour que la remettre en confiance, l'approcher, lui faire des câlins, qu'elle puisse avoir un peu plus d'affection, quoi. Elle sera tout le temps en train de se sauver de l'humain, quoi. Donc elle finira ses vieux jours ici, la pauvre mère. Comme cette chienne, 110 animaux maltraités vivent dans ce ranch avec un espoir, l'adoption. Ici, chacun dispose de ses quartiers, bergerie, écurie, porcherie et même chatterie. Sabine Renaud a rejoint l'association en avril dernier. Bonjour Vanda. Une fois par semaine, cette infirmière donne de son temps à ses 19 chats. De l'affection à revendre encore pour longtemps. Malgré les adoptions qu'on a, il y a autant de chats qui arrivent au refuge
c'est un problème parce qu'au niveau frais, il faut les stériliser, les vacciner, il faut pouvoir les nourrir. Donc c'est vrai que pour leur confort, c'est vrai que c'est difficile par moment, mais on fait ce qu'on peut. Frais conséquents, manque d'espace, des difficultés chroniques auxquelles fait face cet ancien infirmier en invalidité. Ilona, tu prends des graines. Nicolas Demajan a fondé ce ranch en 2015. Depuis, 15 demandes de subvention, toutes refusées. Chaque mois, il verse donc l'intégralité de sa pension, 1 000 €. Insuffisant pour boucler le budget annuel et soulager animaux et bénévoles au quotidien. On a une bénévole qui nous a fait un don de 5 000 € pour acheter un tracteur. Aujourd'hui, ce tracteur, il a été acheté, le bon de commande a été signé et il nous manque 3 400 € pour le sortir. Donc cet argent, l'association ne l'a pas. Donc on essaye de faire des appels aux dons pour pouvoir sortir ce tracteur parce que les bénévoles aujourd'hui en ont besoin. Un appel aux dons ne serait-ce que du foin, coûteux mais nécessaire au fonctionnement de l'exploitation. Des cas de rage possibles en centre Val-de-Loire. Depuis le début de l'année, 66 chiens et chats ont été importés illégalement dans la région. Des animaux qui pourraient être porteurs de la maladie. Romain Novicki, Pierre-Dominique Lepay. Originaire d'Asie, de France, voire de Châteauroux, dans cette animalerie, des milliers d'animaux à la recherche d'un compagnon. Je peux vous renseigner peut-être? Oui, on voulait des renseignements sur les hamsters en fait. Oui. Vous en avez déjà eu? On n'en a jamais eu. Jamais de hamster, mais Margot et Camille possèdent déjà un lapin. Et pour leur mère, pas question d'agrandir la famille avec n'importe quelle boule de poil. Nous, on a déjà un petit lapin, effectivement, et c'était important dans le choix. On est allé plutôt vers un éleveur pour avoir cette traçabilité, de savoir d'où il venait. Ça joue derrière pour sa santé. S'il est sevré trop tôt, j'imagine que ça a des conséquences dans son état biologique. Une santé sous haute surveillance, dès leur réception par Julie Chéry. Animalière depuis 7 ans, repérer les maladies de ces cochons d'Inde n'est plus un secret pour elle. On va vérifier donc toutes ses oreilles, le museau. On va le retourner et on va regarder aussi donc tout ce qui est train arrière, pattes, pour voir s'il n'y a pas de teigne en fait, tout simplement. Parce que le cochon d'Inde est porteur sain de la teigne et du coup il peut se transmettre à l'homme. Donc nous en fait on vérifie tout ça et on leur fait aussi un traitement adapté en prévention. Des soins quotidiens, un contrôle mensuel de chaque animal par un vétérinaire pour un objectif, 0 maladie. Mais en amont, de nombreuses normes régulent la vente de ses compagnons. 100% de nos petits mammifères sont issus d'élevages français. Donc on travaille avec des fournisseurs depuis une dizaine d'années. Tous ces fournisseurs sont contrôlés régulièrement par nos services en interne, au niveau de la qualité, au niveau de la traçabilité des produits. Ça répond à un cahier des charges et des normes au niveau de la législation française. Tous les particuliers n'achètent pas leurs compagnons dans des animaleries, au risque de ne pas respecter la loi. En centre Val-de-Loire, les propriétaires de 66 chiens et chats importés illégalement s'exposent à de lourdes poursuites. Jusqu'à 300 000 € d'amende, 2 ans de prison, mise en quarantaine, voire euthanasie de l'animal. Chats ou chiens peuvent toujours être importés, mais sous condition. Vaccin contre la rage, puce électronique ou encore certificat officiel délivré par un vétérinaire. L'actualité de ce dimanche soir, c'est aussi l'exposition vente de Playmobil qui se tenait ce week-end aux ex d'Anguillon dans le Cher. Majid Kiat, Stéphane Daune. Le geste est soigné. David Bretagne peaufine sa création. Cette maquette lui a pris beaucoup de temps. Nous avons mis à peu près 2 mois pour élaborer le projet. Et c'est aussi un gros challenge que nous relevons. Nous arrivons ici le vendredi soir et il faut que le décor soit prêt pour le samedi. Là, je suis en train de faire le montage pour le reste. Je vais mettre un poteau supplémentaire. Ouais. Ambulancier la journée, le soir, il prend soin de ses 5000 figurines. À 47 ans, c'est un mordu de Playmobil. Maintenant, j'en collectionne. J'ai pas pu en avoir quand j'étais enfant, donc je me reprojette un petit peu dans l'enfance avec ce que j'ai pas pu avoir. Et puis c'est le fait d'échanger avec d'autres collectionneurs. Comme il y en a, c'est des pièces de monnaie, d'autres c'est des canettes. Nous, c'est les Playmobil. Et puis on permet de créer nos histoires et de les mettre en scène. Une passion qui lui coûte plus d'une centaine d'euros par mois. Un peu plus loin, cette famille vient élargir la collection d'animaux Playmobil du petit Esteban, 8 ans. Des hippopotames, des lamas, des vaches, des poules, des cochons.
Tant qu'il aura de la place dans sa chambre, je pense qu'on le laissera faire. Et puis après, on verra s'il faudra grandir. Mais bon, non, pour l'instant, ça va. Il a encore de la place dans la chambre, donc c'est bon. Parmi les exposants, certains viennent de très loin, comme Gustave, originaire d'Hanovre en Allemagne, 43 ans, dont 23 passés dans l'univers Playmobil. J'ai commencé à l'âge de 20 ans pour collectionner Playmobil. Et je suis fou de Playmobil. Pourquoi vous êtes fou de Playmobil? C'est une grande passion. Et c'est très très bien être avec tous les amis dans toute l'Europe, spécialement en France. L'exposition aux Zé d'Angilon aura réuni plus de 4000 personnes en 2 jours. Les jouets anciens, eux aussi, ont fait l'événement ce week-end à Tours. Patrick Ferret, Cyril Deville. 250 exposants et des milliers de visiteurs. À l'heure des jeux vidéo et des consoles, les jouets anciens restent visiblement une valeur sûre. Avant tout des collectionneurs de toutes les générations, puisque aujourd'hui on a des gens des 50 ans, mais on a aussi beaucoup de trentenaires qui s'intéressent à tout ce qui est autour de la télévision, les séries TV, des super-héros. Donc c'est à peu près toute une population, mais avant tout que des collectionneurs, des gens passionnés de toute façon. Plus que de simples vendeurs, les exposants sont pour la plupart eux-mêmes des collectionneurs. Ranger, trier, échanger les doublons, la collectionnite est une maladie incurable. Ouh là là, il y a un bon bout de temps, il y a plus de 40 ans, hein, j'ai commencé par ramasser un emballage de sucre, des étiquettes de fromage, j'ai continué sur les fèves et la nostalgie des petits tacos. Voilà, ça, j'en ai à peu près 150 à la maison, de Marc Huilor, Bonux, Marc Prior, et puis celles qu'on trouvait dans le temps dans les stations-service. Le virus de la collection peut frapper à tout âge. Ce n'est qu'à la retraite que Christian, chauffeur routier, s'est mis en quête de toutes les miniatures relatives à son univers professionnel. J'en ai ramené pour mes petits-neveux et puis je me suis aperçu qu'au bout de 2 heures, il n'y avait plus de pneus. Alors maintenant, c'est des jouets, c'est pas fait pour les petits, ça, c'est fait pour les grands, ça. Les grands comme nous. Aujourd'hui, votre collection... Plus pour les retraités que pour... Aujourd'hui, votre collection, elle représente combien de pièces à peu près? Vous avez une idée? 300-400, peut-être 500, je sais pas. C'est comme les timbres, c'est pareil. Je peux pas confier ça à quelqu'un qui n'est pas motivé, quoi. Faut pas... La collection, ça se... Faut pas faire ça pour dire je vais l'acheter. C'est le coup de cœur, faut se faire plaisir. Et nul besoin en fait d'être collectionneur pour éprouver devant ces jouets un émerveillement d'enfant et une certaine nostalgie. C'est la fin de cette édition, passez une bonne soirée.